Négociations pour la paix avancent. Après de nouvelles discussions hier, Volodymyr Zelensky a salué des progrès sur les garanties de sécurité pour son pays. Du nouveau sur le site des impôts, désormais appelé Mon espace finance publique au lieu de Mon espace particulier. La plateforme en ligne fait peau neuve. À partir du 1er janvier, vous devrez déclarer les dons importants que vous recevrez. Un encart permet également d'être redirigé vers le site de paiement des amendes. Une nouvelle rubrique est aussi apparue pour payer les factures publiques comme l'eau ou la cantine scolaire. Et puis Paul Gasnier, lauréat du concours des détenus. Le journaliste est primé pour son livre La Collision, une enquête sur la mort de sa mère percutée par un jeune qui faisait une roue arrière à moto. Le prix Goncourt des détenus est décerné par 600 jurés de 45 prisons de toute la France. Bonne journée à tous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors, quelle est la femme qui n'a pas eu un peu mal lors d'un rapport sexuel ? Eh oui, les organes génitaux des femmes sont sujets à bien des soucis. Certains sont finalement assez bénins, d'autres sont nettement plus handicapants. On va faire un peu le tour d'horizon de tout ça avec Christian Jamin qui est avec nous durant ces 2 heures. Il est gynécologue et il pourra nous expliquer à quoi tiennent toutes ces douleurs féminines qui nuisent à la sexualité des femmes. Enfin, toutes, c'est pas sûr que 2 heures suffiront. Mais en tout cas, on va essayer. On va essayer de soulever le mystère féminin. Ce qui est essentiel, en tout cas, c'est qu'il ne faut pas laisser une douleur s'installer et faire l'amour si on a mal, eh bien, c'est se couper à plus ou moins long terme de son désir. Il faut bien comprendre que le vagin aussi est un lieu vivant, humide. Il y a quelques règles simples à respecter qu'on va peut-être rappeler dès le début. Christian Jamin va nous dire dans un instant comment on se nettoie, quelles sont les questions d'hygiène importantes. On pourra peut-être aussi parler des odeurs, parce que peut-être qu'il faut savoir apprécier son parfum spécifique, mais en effet, certaines odeurs deviennent suspectes et elles sont donc à prendre en compte. Bref, c'est grâce à vous et à vos témoignages qu'on va faire le tour d'horizon des bobos féminins. Et si vous avez envie d'en parler, vous nous appelez au 0826 300 300. Vous pouvez, si vous le voulez, si vous n'osez pas appeler ou si vous avez envie qu'on vous appelle, vous envoyez un SMS à Brigitte au 7 20 18. Christian Jamin, je crois pas qu'il suffira de 2 heures pour aborder tous les petits bobos féminins. C'est impressionnant. Moi, en préparant l'émission, j'ai fait un peu la liste. C'est vrai, entre les vulvodinites, les vaginoses, les mycoses, je ne sais quoi. Oui, alors, quand vous m'avez demandé de venir parler des douleurs féminines, j'ai dit, mais nous aussi, les hommes, on souffre. Mais c'est une souffrance morale, parce que vous ne nous aimez pas assez. Donc, on va se limiter. Oui, mais on vous aimerait peut-être plus si on soignait toutes les petites douleurs féminines. Exactement. Donc, on va faire ça comme ça. Les femmes auront moins mal et les hommes souffriront moins aussi. Voilà. Ça vous va ? Parfait. Non, mais c'est vrai. D'abord, revenons peut-être à l'anatomie du sexe féminin. Il y a un vagin qui est donc intérieur et qui est un milieu humide. Ça, c'est peut-être déjà important à comprendre avec un équilibre biologique. Voilà, et donc tout ce qui rentre dans le vagin va modifier plus ou moins cet équilibre. Oui, mais il y a le vagin, il y a l'entrée. Et il y a l'entrée. Et puis il y a le fond. Il y a le fond, c'est-à-dire que quand la verge va taper à l'intérieur du fond... Au col de l'utérus, oui. Mais même au-delà, et qu'on a une endométriose, on peut avoir des souffrances terribles. Et puis, vous n'avez pas cité, mais il y a aussi toutes les douleurs mammaires, avec ces femmes qui ont mal au sein, qui ont des douleurs et qui... Et donc, oui, une émission, il faudra revenir une autre fois. Je crois. Et puis, il y a les douleurs aussi de la vulve, les mycoses, enfin, tout ce qui... Oui, et puis, il y a les douleurs psychologiques, pas si rares. C'est-à-dire que la vulve doit s'ouvrir pour laisser le passage à la verge. Et quand on a été traumatisé ou quand on a peur... Eh bien, c'est très douloureux parce que ça se ferme. Le vaginisme. Qui est un réflexe, rappelons-le. C'est-à-dire que les femmes ne le font pas exprès, mais ça se ferme automatiquement. Et le corps a une mémoire. Quand on a eu mal, on n'arrive plus à se détendre, on n'arrive plus à ouvrir. Alors, première peut-être précaution, c'est avoir une hygiène correcte qui correspond bien
cet organe, et donc ça se lave pas à l'eau de Javel. Ça se lave pas quand on parle de l'intérieur. Oui, oui, mais c'est peut-être bien de le rappeler parce que. Ah oui, mais les lavements intérieurs au vagin, c'est une catastrophe. Ça perturbe l'équilibre biologique et bactérien. Et donc, c'est une grande cause de mycoses, d'infections, de vaginoses, etc. Donc, on ne lave pas les muqueuses avec du savon. Avec quoi que ce soit d'ailleurs. C'est auto-nettoyant, si je puis dire. Alors que les savons, le vrai savon, c'est fait pour dissoudre les graisses. Et donc, il n'y a pas de sébum. Donc, le savon, c'est fait pour nettoyer le sébum qui prend les saletés. Mais au niveau de la vulve et du vagin, il n'y a pas de sébum. Donc, on rince à l'eau. Oui. Ou avec des savons spéciaux éventuellement. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut accepter son odeur Alors, et ça, je sais que c'est un problème pour beaucoup de femmes. Alors, l'odeur, c'est-à-dire à l'intérieur du vagin, il y a un germe dominant qui s'appelle le lactobacille, qui donne un petit peu d'acidité et qui empêche les autres germes de se développer. Et donc, quand on déséquilibre sa flore, soit en faisant des injections à l'intérieur, soit en allant avec l'eau de mer, soit avec l'eau des piscines, qui rentre dans le vagin, qui abîme les germes qui sont à leur place. Et à ce moment-là, il y a d'autres germes qui prennent leur place. Le plus connu, c'est le Gardnerella, qui a un joli nom, mais une mauvaise odeur. Et puis, il y a les mycoses. C'est-à-dire qu'il est normal d'avoir des champignons dans le vagin, mais à titre extrêmement minoritaire. Et dès qu'on perturbe l'équilibre local, eh bien, ils prennent la place. Donc, j'allais dire, le confort du vagin, c'est de respecter son équilibre biologique et de surtout de ne pas le modifier parce qu'il y a d'autres germes qui prennent la place. D'accord, donc il faut accepter l'odeur de son intimité, si je puis dire. En revanche, quand il y a une odeur un peu suspecte, ça veut dire peut-être qu'il y a... Ça veut dire qu'il y a un autre germe, parce que le lactobacille ne donne pas d'odeur. Et donc à ce moment-là, il faut peut-être justement aller consulter. Il faut consulter ou il faut arrêter de traumatiser l'intérieur de son vagin en y mettant des tas de choses qui n'ont pas leur place. Et puis... Et il faut respecter l'équilibre naturel. Et quand il n'est pas là, il faut essayer de le restaurer. Et puis, ce qu'on découvre aussi en tant que femme, justement, c'est comment nos organes génitaux se développent. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on apprend à découvrir et qui est peut-être... c'est peut-être plus subtil que pour un homme. Je ne sais pas parce que j'ai jamais été homme, mais j'ai l'impression que notre lubrification, elle va varier. Oui. Tout ça bouge quand même. Bien sûr, c'est un milieu vivant, c'est-à-dire que c'est un milieu qui répond aux stimuli nerveux. C'est-à-dire les sécrétions pour faciliter les rapports, les sécrétions des glandes de Skene ou il y a des glandes qui sont là pour faciliter la lubrification. Et donc c'est un organe vivant, si je puis dire, avec donc ses lois et qu'il faut respecter. Et il faut faire attention de ne pas mettre de produits qui vont déstabiliser l'équilibre. Il faut être consentant dans sa tête pour éviter que le vagin se referme, mais ça, c'est pas toujours facile. Et d'ailleurs, je précise qu'on fera une émission spéciale Femme Fontaine jeudi, avec quelqu'un qui justement a beaucoup étudié ce phénomène, qui intrigue encore beaucoup et donc, qui reste encore assez peu expliqué. On a déjà fait une émission ensemble là-dessus, et la Femme Fontaine... Enfin, je veux pas anticiper sur ce qui va être dit, mais ça vient pas du vagin. Ça vient du cerveau qui lâche prise, si je puis dire, et que... C'est clair que c'est un lâcher-prise indispensable, sinon ça ne peut pas fonctionner, même si c'est quand même le vagin qui crée la source, si je puis dire. Ouais. Ça vient pas de la tête, le liquide. Le liquide, mais non, mais c'est de l'urine.
Pas uniquement, semble-t-il. Bon, enfin, écoutez, c'est pas l'émission du jour. On en parlera jeudi avec un gynécologue d'ailleurs qui a fait toute une conférence sur ce sujet et qui vient jeudi. Alors, on va parler de tout ça et puis oui, vous le dites bien, hein, il faut aussi comprendre comment nous, en tant que femmes, on doit s'ouvrir hein, pour que ça ne fasse pas mal. Et c'est pas si simple, c'est compliqué, parce que on peut s'ouvrir dans la tête et pas en bas, et on peut s'ouvrir en bas et pas dans la tête, et après on sait plus trop si on était vraiment d'accord. Enfin, c'est toujours pareil. Hein, mais il y a des rééducations maintenant beaucoup, ça se fait beaucoup. Il y a des gens qui aident les femmes à contrôler un petit peu cette façon de ce vaginisme qui est en fait un phénomène neurologique qui vient du cerveau et qui ferme l'entrée. Et puis il y a une chose dont on n'a pas parlé, et on va en parler dans un instant avec Nelly qui nous appelle, on n'a pas parlé de la cystite, et ça aussi c'est quand même une sacrée c'est un sacré enquiquinement pour les femmes, et c'est fréquent, et on en parle dans un instant avec Nelly. Sud Radio. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. La cystite, justement, on va en parler avec vous, Nelly. Bonjour Nelly. Bonjour Nelly. Christian Jamin est avec nous, gynécologue et endocrinologue. Alors, la cystite, vous avez des mycoses également, c'est ça Nelly? Bonjour. Oui, c'est ça, effectivement. Bonjour Christian, bonjour Brigitte. Bonjour. Du coup, je profite de l'émission parce qu'il y a deux, trois petites choses qui me posent question. Donc j'ai bien compris, vous disiez qu'il ne fallait pas laver n'importe comment ou avec n'importe quoi. Mais pour autant, moi je n'utilise pas de lavement, c'est juste du savon à l'extérieur. Et pour autant, c'est vrai que j'ai des mycoses qui sont récidivantes. Ça a déjà pu être Gardnerella, quelque chose comme ça, qui est assez reconnaissable, à une odeur particulière quand même. Et d'ailleurs, c'est bien que vous en parliez parce que souvent on n'ose pas trop en parler à son médecin traitant en fait, parce que c'est clairement l'odeur du poisson pourri. Et c'est comme ça, c'est parce que je l'ai dit comme ça que. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que ça concerne tellement de femmes qu'il faut en parler, bien sûr. Oui. Et on y est pour rien les trois quarts du temps. Enfin, je veux dire, c'est. C'est ça. Et du coup, moi, la question que je me posais, c'est est-ce que ça peut être dû aussi au microbiote? Est-ce que ça peut être lié à d'autres choses qui pourraient expliquer parce que moi, je fais pas du tout de lavement. Enfin, j'utilise un savon, comme je dis, à l'extérieur, mais en plus c'est un savon neutre. Donc il y a ça qui est gênant. Et après, je suis aussi embêtée par des cystites. Alors là, par contre, ça peut souvent arriver après des rapports sexuels. Si j'ai pas eu de rapport sexuel pendant un petit moment, des cystites peuvent apparaître très peu de temps après. Alors je précise pour peut-être ceux qui ne savent pas, la cystite, c'est une envie d'uriner qui est très très fréquente, qui est une brûlure, une sensation de brûlure au moment où on urine. Et puis ça se soigne avec toujours des antibiotiques, j'imagine. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a de multiples germes dans le vagin qui sont dominés, si je puis dire, par un germe dominant qui s'appelle le lactobacille, qui met un petit peu d'acidité dans le vagin et qui empêche les autres germes de se développer, et y compris les candidats, c'est-à-dire les candidats albicans, c'est-à-dire les mycoses. Et beaucoup de ces germes viennent de la proximité de l'anus. Donc il faut avoir une hygiène parfaite au niveau de l'anus. Et en particulier, je préconise tout le temps de se laver après la selle. Et donc ça, c'est un problème, j'allais dire, d'éducation très tôt chez les enfants. C'est-à-dire qu'il faut aller à la selle en se levant et puis faire sa toilette après, et pas l'inverse. Et donc et de s'essuyer et si possible de terminer derrière en avant, quoi. Voilà, et si possible de terminer l'essuyage par du papier mouillé pour enlever les selles qui restent accrochées au pli de l'anus. Donc déjà ça, c'est une bonne mesure. Alors maintenant, la cystite après les rapports, qu'on appelle la cystite post-coïtale, c'est que dans le vagin il y a des colibacilles qui sont à leur place, si je puis dire, et quand la verge va et vient dans le vagin, ça fait un système de pistons
avec l'air sous pression qui remonte par le petit trou qui fait pipi. Et le petit trou qui fait pipi, il est juste à l'entrée du vagin, même un peu dans le vagin, c'est-à-dire que l'air qui vient du vagin pénètre dans la vessie et infecte la vessie. Et c'est ça ce qu'on appelle les cystites postcoïtales. C'est lié à la pénétration d'air venant du vagin par le mouvement de va-et-vient de la verge qui fait le système de pompe, si je puis dire. Alors on dit qu'il faut faire pipi après les rapports, c'est clair, parce que l'urine qui a été infectée, il faut s'en débarrasser. Mais souvent, ça ne suffit pas, donc il faut uriner après les rapports. Il faut boire beaucoup pour éviter qu'on ait l'urine qui stagne. Et puis, quand ça va vraiment, quand ça continue, eh bien, on peut prendre des traitements naturels pour empêcher les germes de se développer dans l'urine après le rapport sexuel. Donc, voilà. Donc, c'est assez mécanique, si je puis dire. D'accord. Oui, mais c'est très clair. Oui, c'est très clair, mais en même temps, on voit bien tout ce qui est finalement assez fréquent, parce qu'on a beau faire attention, on a beau prendre ses précautions, on a beau etc. Ça peut vite s'infecter. Ça peut vite s'infecter, puis ça peut vite pourrir la vie, parce que comme on a une cystite, c'est particulièrement désagréable et douloureux. Et si on doit avoir ça après avoir fait l'amour à chaque fois, eh bien on n'a plus envie. Et donc il faut absolument lutter contre ça. Donc les mesures dont je vous ai parlé, c'est bon, l'hygiène anale, c'est uriner après les rapports, boire beaucoup, et puis si on a ça, on peut essayer de prendre des produits comme le cranberry ou le fémanose, qui sont des produits naturels qui empêchent les germes de se développer dans la vessie. Et donc je préconise, quand vraiment c'est trop difficile, de prendre ces produits-là après le rapport. C'est pas des antibiotiques, donc ça empêche les germes de se développer dans la vessie. Mais ça peut être une vraie difficulté de la vie. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a des femmes plus sujettes à ça, ou est-ce qu'on sait pourquoi ? Alors il y a nos grands-mères disaient qu'il fallait se laver le vagin. Ça, c'était la catastrophe. Ça, c'est sûr, parce que on détruit les germes naturels et ça va pas du tout. Donc, ça, on commence à le savoir, mais l'information passe pas tant que ça, je trouve. Donc il faut pas se laver l'intérieur du vagin, pas plus qu'on se lave les amygdales ou la bouche au savon quand on a fini de déjeuner. Donc Et donc il y a les petites mesures dont je viens de parler, mais il y a des femmes qui ont des phénomènes de défense immunitaire un peu défaillantes, et là ça peut être très gênant. Et donc je vous ai donné qu'on peut utiliser des produits naturels. Et puis alors il y a des urologues qui sont en perpétuel, chez qui on va beaucoup pour ça. Et au bout d'un moment, on finit par prendre des antibiotiques de manière réitérée. Alors oui, ça fonctionne, mais au bout d'un moment, le drame, c'est que les germes deviennent résistants aux antibiotiques, et ça, c'est un vrai problème de la société moderne. Et donc, oui, nos amis urologues arrivent à résoudre le problème, mais au prix parfois de sélection des germes. Vous avez d'autres questions, Nelly, à poser à Christian Jamin ? Alors éventuellement, moi j'ai une petite question, c'est par rapport aux candidats albicans qui sont naturellement présents, mais qui parfois, lors d'une mycose, peuvent être trop présents. Oui. Et est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut régler différemment, en dehors de tout ce que vous venez d'expliquer ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier d'abord, particulièrement par rapport à ça ? La mycose, d'abord, il est naturel d'avoir des candidats albicans dans le vagin. C'est-à-dire que quand on fait un prélèvement, quand on fait un frottis, quand on fait un prélèvement et qu'on vous dit présence de candidats albicans, il ne faut pas se précipiter à le traiter. Oui, on ne traite que si on est gêné. Ça, c'est important. On ne peut pas éradiquer un germe qui est chez lui, si je puis dire. Donc, et ce qu'il faut, c'est éviter qu'il se développe. Et encore une fois, la meilleure façon pour qu'il ne se développe pas, c'est de favoriser la présence
des germes normaux. Et donc, par exemple, quand on est ménopausé, eh bien, il faut mettre des traitements locaux avec les œstrogènes qu'on met localement, qui permettent, le lactobacille, il est sous la dépendance des œstrogènes. Donc, quand on a une sécheresse vaginale, eh bien, il faut pas hésiter à mettre des œstrogènes pour que ça développe le lactobacille et que le lactobacille attaque les Gardnerella et les mycoses. Ah ok, mais ça je ne savais pas. D'accord, ok, très bien. Mais j'ai l'impression, Christian Jamin, qu'on a plus souvent des femmes jeunes qui ont des cystites que des femmes qui ont... Alors est-ce que c'est parce que les jeunes ont plus de rapports sexuels ou est-ce que c'est parce qu'à un moment donné le corps se défend Alors, là, je ne sais pas répondre à cette question, mais il est très probable que l'intensité de l'activité sexuelle peut modifier favoriser pas mal. Et puis, comme je le disais, chez les femmes plus âgées, il faut aussi faire attention parce que le vagin, il touche à ce qu'on appelle le trigone vésical, c'est-à-dire que l'équilibre vaginal, c'est aussi l'équilibre de la vessie. Et donc, il y a beaucoup de femmes ménopausées qui ont des ennuis urinaires, c'est tout simplement lié à la sécheresse et au manque d'œstrogène. Donc, je voudrais insister sur le fait qu'il y a eu beaucoup de débats sur le fait de donner des œstrogènes aux femmes ménopausées. Là, c'est pas du tout le même sujet. Il n'y a aucun inconvénient à mettre des œstrogènes dans le vagin pour entretenir ce qu'on appelle la bonne trophicité, pour éviter en particulier aussi d'avoir des problèmes urinaires. Et donc, alors là, je vais le dire parce que il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de débats sur les œstrogènes et le cancer du sein, c'est pas le sujet du jour, mais en tout cas, il a été prouvé par de très nombreuses études que le fait de mettre des œstrogènes dans son vagin, y compris quand on a eu un cancer du sein, n'a pas d'inconvénient connu. Bien sûr. Mais vous voyez, Christian Jamin, déjà en une demi-heure, on a expliqué à beaucoup de femmes l'importance de la flore vaginale, finalement. Et ça, enfin, moi, je trouve que c'est des sujets qu'on devrait aborder beaucoup plus souvent dans les magazines féminins, par exemple. Oui, et puis, bon, mais c'est aussi relativement récent. Ça s'appelle les probiotes, si je puis dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a énormément de recherches en médecine pour savoir si telle ou telle maladie ne vient pas de déséquilibre de la flore naturelle qui permettent le développement de telle ou telle maladie. Bien sûr. Alors j'allais dire dans le vagin, c'est plus simple parce que c'est accessible. Donc que dans l'intestin, que bien dans sûr. l'intestin ou ailleurs. Donc effectivement pour le vagin, on sait ça depuis beaucoup plus longtemps que ce qu'on est en train de développer actuellement pour les autres maladies. Et rappelons une précision essentielle puisqu'on parle de l'anus et du vagin. Quand on a une pénétration anale avec un préservatif, il faut changer de préservatif pour rentrer dans le vagin et sinon il faut se laver la verge avant de rentrer dans le vagin pour justement ne pas emmener des matières de l'un à l'autre. Voilà. Et il faut commencer par le vagin et finir par l'anus et pas l'inverse. Si on veut ne pas, mais si on veut revenir, il faut passer par la case départ, si je puis dire. Non, mais c'est tout à fait vrai. C'est important de le rappeler également. Nelly, très bien, merci de votre appel. J'espère qu'on vous a un petit peu renseigné et puis bon courage. Qui dit que c'est facile d'être une femme. On va continuer d'ailleurs à évoquer la question de la cystite avec Dominique qui nous appelle, mais il y aura également le Love Conseil, vous verrez, c'est très intéressant. Christian Jamin, on va parler des 4 modes de perception de la vie. Et puis on va jouer avec notre jeu de Noël aussi, et vous aurez peut-être la possibilité de gagner le cadeau du jour. Là est Sud Radio, le Love Conseil. Alors écoutez bien, Christian Jamin, nous allons parler des 4 modes de perception de la vie. Il y a en effet 4 sortes de manières de voir l'univers. Alors il y a le monde physique qu'on appelle aussi parfois concret, le monde intellectuel qu'on pourrait dire aussi rationnel, le monde émotif qu'on pourrait aussi appeler subjectif, et le monde spirituel ou relationnel. Alors, on pourrait dire, encore une fois, c'est très général ce que je vais dire, mais on pourrait dire que les hommes sont plutôt dans l'un des premiers et des 2 premiers modes, et les femmes dans l'un des 2 derniers modes.
Et c'est vrai que ça montre bien que c'est pas toujours simple de se comprendre. Mais si on veut simplifier à l'extrême, les hommes seraient plutôt dans un mode extérieur et les femmes dans un mode intérieur de perception de l'univers. Et ce qui est important, c'est juste de se comprendre, de s'adapter à l'autre et puis de se rendre compte que c'est une chance énorme parce que ça veut dire qu'on est complémentaires. Si on arrive à s'unir les uns et les autres, on va pouvoir percevoir le monde de toutes les manières qui sont possibles. Et c'est ça que je trouve tout à fait positif parce qu'en fait, il est très difficile de changer son mode de perception. En revanche, plutôt que de demander à un homme d'entrer dans un monde de perception émotive, il vaut mieux comprendre et éventuellement échanger avec lui sur notre mode de perception émotive et lui permettre de s'ouvrir un tout petit peu à cette manière de voir le monde et d'écouter la manière qu'il a de voir le monde rationnel, par exemple. Mais on pourrait prendre d'autres exemples. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir se tenir la main et se relier malgré un mode de perception différent. Donc je rappelle, on a 4 modes de perception différents, physique ou concret, intellectuel ou rationnel, émotif ou subjectif, et spirituel ou relationnel. Il manque l'expression. L'expression, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que on peut aussi plus ou moins exprimer ce que l'on est, ce que l'on pense. Oui, mais on va l'exprimer de manière émotive ou rationnelle ou concrète. Mais il y a des gens qui expriment peu et des gens qui expriment beaucoup, et c'est pas pour autant qu'ils sont moins rationnels ou moins. Je vous laisse rajouter votre grain de sel. Ça, c'est le mode intellectuel rationnel qui vous caractérise bien. Oui, bien sûr. Mais bon, après, on peut toujours trouver d'autres modes de fonctionnement. Mais c'est vraiment important de comprendre que... Alors, moi, par exemple, qui fais de l'astrologie, il y a 12 signes en astrologie et on pourrait dire qu'il y a 12 manières de voir le monde et ce serait juste aussi. Après, ce qui est vraiment important dans ce Love Conseil, c'est de comprendre qu'on n'a pas tous la même façon de percevoir l'univers et c'est parce qu'on n'est pas tous pareils que c'est formidable d'être tous ensemble. Sinon, on reste tout seul sur son île déserte et puis voilà. Oui, mais je partage complètement votre avis. Mais ce que je disais, c'est que parfois il y a un excès de pudeur pour certains d'entre nous qui fait que si on ne s'exprime pas, les autres ont du mal à vous aider. C'est vrai, il faut s'expliquer, il faut communiquer, tout simplement. Et dans communiquer, il y a niqué. Je l'ai dit, j'ai osé. Alors, je vais au pied de mon sapin qui est magnifique. Vous avez vu le beau sapin qu'on a sur radio ? Il est magnifique, il y a plein de cadeaux. Donc, j'ai pris mon petit cadeau du jour. Voilà, je sors le papier pour vous dire de quoi vous allez pouvoir gagner aujourd'hui. Oh là, c'est un pack de 3 jouets, donc des accessoires Lelo avec notamment un gel de massage érotique, des dés coquins, bref. Oui, c'est rigolo les dés. Bon, en tout cas, si vous voulez gagner ce cadeau, vous envoyez sapin par SMS au 7 20 18. Et on continue avec Dominique qui est avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Voilà, moi je voulais raconter mon histoire mais j'ai pas du tout entendu le début de l'émission. C'est très bien, c'est pas grave. Donc, voilà, vous savez, Christian sait qu'il faut parfois répéter les choses pour que tout le monde puisse les comprendre et les entendre. Alors il n'y a pas de souci, allez-y. J'ai rien entendu. Et donc j'ai des cystites depuis 2011 principalement, mais ça a commencé quand même en 2010. Au moment où je me suis séparée de mon mari, enfin j'étais en cours de séparation et j'avais rencontré quelqu'un et là j'ai commencé à avoir des cystites. Et donc à chaque fois les cystites, c'était à cette période-là, c'était après un rapport. Avec un compagnon. Et donc. Oui, déjà c'est intéressant parce qu'on pourrait on pourrait mettre 2 hypothèses. Changement de partenaire, changement de relation, changement de vision justement des choses, et puis peut-être changement de manière de faire l'amour. Alors ça s'appelle le syndrome de la nuit de noces que vous racontez.
Alors, c'est quoi le syndrome de la nuit de noces? C'est que quand on change de partenaire, quand on change d'écurie, si je puis dire, eh bien, on mouille beaucoup parce qu'on a beaucoup de désir. Et quand on mouille beaucoup, eh bien, il y a beaucoup de liquide qui vient du vagin et qui, par le mouvement d'aller-retour de la verge, est propulsé dans la vessie parce que le petit tuyau qui fait pipi chez la femme, il fait 1 centimètre où il est très très court. Donc, quand vous mouillez beaucoup, eh bien, vous avez les germes qui viennent du vagin, qui sont propulsés à l'intérieur de la vessie. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle le syndrome de la nuit de noces, parce que il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît qu'avec le temps, on mouille moins qu'avant. Mais c'est vrai que le désir violent d'une rencontre favorise les cystites. Donc il faut bien faire pipi après avoir fait l'amour, il faut bien boire. Excuse-moi, je pose des questions très précises, mais c'est important. Est-ce que justement, si on est avec un partenaire qui a une verge plus imposante, on va plus facilement risquer ça parce que justement, c'est une bonne question, mais c'est une bonne question. J'ai jamais réfléchi sur la taille du piston. C'est en centimètres cubes comme pour les voitures. Donc je ne sais pas. Pourtant, vous aimez les voitures. Oui, mais j'ai jamais pensé à mesurer le tour de zizi pour savoir. On peut l'imaginer. Mais on peut l'imaginer. On peut l'imaginer. J'ai une imagination assez fertile de ce côté-là, c'est pour ça. Oui. Et c'était le cas. Enfin bon. D'accord. Donc on a une autre piste alors qui expliquerait votre cystite de nuit de noces. Mais quand on vous écoute, madame, vous avez quitté un couple qui, si vous l'avez quitté, qui marchait pas très bien, donc les rapports sexuels étaient pas vraiment humides, si je puis dire. Et donc là, vous avez rencontré. C'était très estompé à la fin. Voilà. Vraiment, il y avait 6 mois, il y a eu 6 mois où il n'y avait rien eu. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, et là, vous voilà revenu très humide parce que vous avez très envie et plein de bonheur. Et donc, c'est le petit prix à payer, mais en s'y prenant bien, ça se passe assez facilement. Non, hélas, parce que donc ce compagnon-là, on s'est quitté rapidement. Après, j'ai eu presque 1 an sans rencontrer personne, et donc après j'ai eu un compagnon en 2011 justement. Et là, à chaque rapport, j'avais une cystite. Oui, alors, vous n'avez pas écouté le début, mais j'en ai parlé. Non, j'ai pas écouté le début. Donc c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire les mesures simples, c'est de boire beaucoup, de faire pipi après les rapports, de faire attention quand on est ménopausé, d'avoir des œstrogènes locaux pour faciliter la vie. Et puis, si jamais ça continue, on peut prendre des produits naturels comme encore une fois le cranberry ou le fémanose ou l'association des deux. En prenant un petit comprimé après les rapports, ça empêche les germes de se développer dans la vessie. Non, mais j'ai tout pris, j'ai tout essayé, cranberry. Après, j'ai même pris un antibiotique, un antiseptique qui est plus prescrit maintenant. Mais Dominique, est-ce que vous êtes sujette assez vite, assez facilement à la grippe, à des choses Non, vous avez un bon système immunitaire ? Oui. Par contre, on m'a quand même découvert un lichen vulvaire. Donc à cette époque-là, où il a commencé le lichen vulvaire, donc c'est une maladie auto-immune au niveau de la... Oui, donc moi je pense qu'il y a peut-être quelque chose aussi à comprendre sur le plan psychologique, c'est-à-dire s'il y a psychologiquement, alors je sais que Christian Jamin n'est pas du tout spécialement pour la psychosomatique, mais quand même, je me permets d'intervenir parce qu'on sait aussi que plus on est, si on est un petit peu moins bien, si on a, ça va baisser un peu le système immunitaire, et tout particulièrement là, on voit bien qu'il y a quelque chose peut-être à comprendre de ce côté-là. Et je sais pas si vous avez envie de réagir, Christian Jamin. Si c'est une piste qui est très aléatoire, parce qu'on n'aura jamais aucune preuve sur ce que je viens de dire. En effet, mais il est vrai que il y a des femmes pour qui c'est un cauchemar. Mais j'entends bien. Et donc, encore une fois, les urologues, certes, beaucoup, et je les condamne pas, quand on peut pas faire autrement, certains donnent un peu d'antibiotiques après, et ça c'est à la fois efficace, mais il y a un grand danger, c'est la sélection des germes. Et qu'après, quand il y a une vraie cystite, il n'y a plus rien qui marche. Donc, je ne prendrai pas parti ou je
je ne condamnerai pas ce type de... Parce que quand on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas faire autrement. Mais il faut le faire vraiment avec parcimonie. Oui, alors j'ai pris des antibiotiques. Enfin, justement, là, c'était des antiseptiques urinaires plus que antibiotiques. Ah oui, les antiseptiques, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résistance. Oui, mais bon, après, ce compagnon-là, je l'ai quitté. Et là, j'ai rencontré un autre compagnon depuis 2024, fin 2024. Et ça a été le même problème. Voilà, donc... je prends plus d'antiseptiques, mais c'est quand même, c'est une galère, quoi. C'est une galère. Et j'ai même eu une pyélonéphrite l'année dernière. Oui, mais vous avez raison. C'est-à-dire que la complication de cela, c'est que la cystite peut infecter le rein. Et ça peut être gravissime. Et la pyélonéphrite est une infection du rein qui peut être très grave. Ouais, donc il faut être... vigilant, il faut voir des gens dont c'est le métier qui vous aident. Moi, je n'ai pas ma spécialité. Donc... Mais ce qui est horrible dans ce que j'entends, finalement, c'est qu'on a l'impression, Dominique, que pratiquement faire l'amour est un risque de vous retrouver à nouveau avec une cystite, quoi. Donc il y a de quoi commencer à se poser la question de la pénétration vaginale. Oui, bien sûr. Mais même sans pénétration vaginale, puisque en plus certainement dû à la sclérose vulvaire, la pénétration est difficile et douloureuse, alors qu'avant j'avais pas du tout ce problème-là. Oui, mais là, vous avez dit que vous aviez un lichen, là. Le lichen, lichen, c'est une maladie de la vulve. Là, il faut voir des médecins, des dermatologues spécialistes. J'ai été traitée aux corticoïdes pendant 1 an, tous les jours, au niveau local. Et maintenant, je prends qu'une fois tous les 15 jours. Je vais là. Donc, il n'y a plus de traces de lichen. Il y a tant à la mieux. vue, quoi. Tant mieux. Mais bon, est-ce qu'il y a, c'est pas des séquelles, ou alors est-ce que c'est la peur d'attraper ça, c'est possible. C'est possible aussi que la peur d'avoir mal ou de réavoir quelque chose vous contracte un petit peu et du coup ça fait mal si vous n'êtes pas totalement. Et ça peut se comprendre. Oui. Moi, même sans pénétration, moi j'attrape des cystites. Peut-être qu'il faut un petit peu aller sur la piste, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas régler les problèmes sur le plan médical, mais peut-être un petit peu mieux donner du sens à tout ça pour arriver à... parce que là, quand même, vous annoncez beaucoup de choses qui se sont produites, qui laissent à penser qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre. Oui, mais là, on est dans un cas très particulier quand même. Dieu merci, c'est pas si fréquent et il faut voir effectivement un urologue pour être sûr que vous videz correctement votre vessie quand vous allez faire pipi, parce que je suis suivi. Oui, excusez-moi, je suis suivi en urologie. Du coup, depuis ma pyélonéphrite. Et c'est vrai que maintenant, je vide pas correctement ma vessie, toujours. Et ben voilà. Ça va mieux. Et ben voilà la réponse. Malgré tout, parce que du coup, je dois faire, je fais des autosondages en prévention pour l'instant. Enfin, le matin, le soir. Ah bah oui, je suis content d'avoir deviné avant que vous me le disiez, chère madame. Voilà, donc ça veut dire que je suis pas si mauvais médecin. Donc non, pas du tout. Mais ça, on n'en a jamais douté, Christian Jamin. Donc effectivement, nous y voilà. C'est-à-dire que vous avez un problème. Alors je ne peux pas juger, mais je connais pas votre âge, etc. Mais après les accouchements, j'ai 72 ans, je suis plus très jeune. Voilà, c'est-à-dire qu'après d'abord il y a le traitement d'œstrogènes locaux, et puis il y a le fait que avec l'âge, on a les organes qui ont tendance à descendre, c'est-à-dire que la vessie se vide moins bien après avoir fait pipi, donc il reste des urines dedans qui s'infectent, etc. Mais donc effectivement, j'avais envisagé le cas, puisque je vous l'ai dit. Donc effectivement, vous avez un problème. Alors après, on va pas discuter ici, et j'en suis complètement incapable de parler comment on peut traiter une descente de vessie qui empêche la vessie de se. Et donc vous faites des autosondages, etc. Là, on est dans la médecine pure et dure, et je ne suis pas compétent dans ce domaine. Donc, visiblement, vous êtes suivi, Dominique, mais en tout cas, bon courage. On va parler dans un instant avec Nathalie de la sécheresse vaginale. Est-ce qu'elle est due à la ménopause? Une autre question, un autre problème de femme qui nous attend dans un instant. 14h16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Avec Christian Jamin, on fait le tour des bobos féminins et ça explique aussi peut-être pourquoi pas mal de femmes quand même de temps en temps sont moins dans le désir, parce que c'est vrai que lorsque ça fonctionne pas très bien en bas, en haut ça fonctionne plus du tout. Nathalie est avec nous, merci de prendre la parole. Nathalie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Alors oui, moi je vous appelle parce qu'en fait je suis ménopausée depuis peu et j'ai une baisse vertigineuse de libido et ça m'enquiquine beaucoup, et pareil au niveau de la sécheresse quoi. En fait je me reconnais plus, j'ai l'impression d'être tarie en fait. Il n'y a plus de lubrification, j'ai plus rien. Alors, la sécheresse vaginale, ça se traite. Oui, je vous ai entendu. D'ailleurs, j'ai des questions à vous poser à ce sujet-là. Et donc, il faut la traiter. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est bon pour le vagin, c'est bon pour les rapports, c'est bon pour la vessie, c'est bon pour tout. Et il n'y a pas de risque connu à l'utilisation de ces traitements. Et c'est bon pour la confiance en soi, parce que absolument, si on a l'impression qu'en bas, ça circule plus, ça ne peut plus circuler en haut. On est bien d'accord. Et voilà. Voilà. Alors, tout de suite, c'est important de le rappeler, Nathalie, il n'y a aucune raison physiologique qu'il y ait une perte de libido au moment de la ménopause. J'ai bien dit de raisons physiologiques. Après, il y a des tas de raisons psychologiques, notamment, par exemple, l'absence de lubrification peut vous faire perdre le désir. D'accord. Okay. Je valide. Okay. C'est-à-dire que malheureusement, ou heureusement, on n'a pas trouvé l'hormone du désir, l'hormone de l'orgasme. On n'a pas. Donc jusqu'à présent, donc c'est clairement, comme l'a dit Brigitte, ce qui donne le plaisir, c'est le confort local déjà. C'est-à-dire que si vous avez mal au moment du rapport parce que c'est sec, eh bien il faut pas penser que votre cerveau va vous donner des envies, parce que il se souvient qu'il a eu mal. Donc il faut absolument avoir un confort local. Et puis après, oui, la libido, alors... Mais après ça viendra avec, ça revient. Si j'ai un confort local, après le reste ça suit. Soyons clairs, je vais parler brutalement, mais quand on prend son pied, son cerveau s'en souvient aussi. Donc, Tout à fait, mais voilà, mais ce confort local, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a les gels, les lubrifiants Alors, je n'ai pas parlé de lubrifiant, madame. Je n'ai pas parlé de lubrifiant. J'ai parlé de traitements locaux. Alors, les traitements locaux, il y en a deux types. Il y a les hormones locales qui donnent un bon confort vaginal et bon confort vésical. Et puis, il y a l'acide hyaluronique qui, en fait, donne de l'humidité. Donc, c'est bien. Et les résultats sont pas très différents l'un de l'autre, sauf que les hormones, ça agit probablement aussi au niveau de la vessie, peut-être plus que l'acide hyaluronique. Mais ce qu'il faut, c'est pas que ce soit sec. Et ça, on peut le trouver en pharmacie, ou il faut qu'on aille voir ou le médecin traitant ou un gynécologue? Alors là, vous me posez une colle parce que je le prescris, mais je pense que l'acide hyaluronique, ça doit être en vente libre. Ça, je pense aussi, oui. Les hormones, peut-être faut-il une ordonnance, mais oui, les hormones, je pense qu'il faut une ordonnance. Mais n'importe quel médecin vous le donnera sans problème. Un médecin traitant pourra vous le donner. Vous n'êtes pas obligé de passer par un gynécologue. Et c'est sous forme d'ovule ou c'est sous forme de gel qu'on applique sur la peau? Les deux, madame. C'est-à-dire qu'il y a des ovules, alors qui ont leurs avantages, mais qui fondent à l'intérieur du vagin et donc ça a tendance à couler le matin quand on se lève. C'est pas toujours bien vécu. Et puis il y a des gels qu'on injecte à l'intérieur du vagin avec une petite seringue. Là, tout est bien fait pour ça. Et qui sont très pratiques aussi. Donc il faut ne pas hésiter à traiter sa sécheresse vaginale, parce que, encore une fois, ça détruit la sexualité quand on a mal parce que c'est trop sec. Je confirme. Oui, c'est essentiel. Et puis, en attendant, moi, je vous conseille aussi d'essayer d'être un petit peu plus
présente avec vous-même, c'est-à-dire de temps en temps de vous masturber un petit peu pour essayer de faire fonctionner votre fantasmatique et d'essayer de retrouver une autonomie érotique. Vous avez raison. Alors, il y a la masturbation, ça c'est clair. Et puis, on en a longuement parlé plusieurs fois avec Brigitte, depuis le temps qu'on se connaît, c'est les jouets. C'est-à-dire que les jouets, parce qu'un vagin, si ça ne serre pas, ça se referme. Et si ça se referme, ça fait mal. Et si ça fait mal, ça se referme. Donc, la masturbation, c'est tout à fait utile, et je vais dire même indispensable, mais la masturbation avec des jouets, c'est encore mieux parce que ça permet de maintenir l'élasticité du vagin. Mais merci beaucoup pour tous ces conseils. Là, je vais aller à la pharmacie. Absolument. On va peut-être avoir une augmentation de vente là dans les 2-3 jours qui viennent. Je pense. Oui. Non, mais vraiment, comme c'est une phrase qu'on dit de temps en temps avec Christian, il faut jamais lâcher l'affaire. Oui, c'est ça. Bon, mais après, c'est pas un cadeau de Noël obligatoire. Hein. Non, chacun fait ce qu'il veut. Mais encore une fois, ce qui est vraiment important, parce que je vous sens un peu désespéré au début de votre témoignage, Nathalie, il n'y a pas de raison de perdre votre libido. Si vous l'avez perdu, c'est normal, parce que quand ça ne fonctionne plus, on a un peu tendance à s'inquiéter, avoir peur et être stressé, et forcément ça nuit à la libido, tout ça. Ben oui, parce que même par rapport à mon compagnon, c'était, je vais dire une victime collatérale, mais un peu, parce que Ben oui, parce que j'y pensais pendant que vous le disiez. C'est-à-dire que si vous êtes sèche et que vous avez mal, votre partenaire a l'impression que vous ne mouillez pas, entre guillemets, donc que vous n'avez pas envie de lui. Et donc lui, ça lui pourrit aussi sa libido et sa qualité sexuelle. Donc oui, le fait d'être bien mouillé quand on fait l'amour, c'est important pour vous, mais important pour lui aussi. Oui, mais la lubrification, c'est l'équivalent de l'érection. Exactement. Une femme qui voit un homme qui bande pas, elle se dit je suis plus désirable. Un homme qui voit une femme qui mouille plus, il dit elle a plus envie de moi. Et puis on finit par se poser des questions qui n'ont rien à voir pourtant avec la réalité. Ah oui, tout à fait. Et je voulais rebondir aussi sur quelque chose tout à l'heure, docteur, que vous disiez par rapport à la toilette anale. En France, on ne le fait pas assez, mais il y a les systèmes de toilettes japonaises. Vous avez raison. C'est-à-dire que nous n'avons plus de rien pour se laver le derrière après avoir été à la selle. Alors il y a chez les Arabes, en Asie aussi. Mais on a supprimé les bidets, mais c'est absurde. Et j'allais y venir, c'est qu'à force de réduire la taille des appartements, il n'y a plus de place pour le bidet dans la salle de bain, et donc le bidet, c'était une grande invention. Et donc quand vous avez la place, mettez un bidet, sinon mettez des petits jets comme on peut les brancher facilement. Sur les toilettes, toilettes avec un robinet 3 voies. Enfin bon, je ne vais pas faire en plus de la plomberie. Non, vous n'êtes pas andrologue. C'est très pratique, ça se monte facilement et la marque est rigolote en plus. C'est une marque française. Et donnez son nom. Si c'est une marque française, donnez son nom, absolument. Oui, la marque c'est Boku, B-O-K-U. En plus, ils ont le sens de l'humour. Boku, c'est joli, oui. Et donc, ça permet de nettoyer son anus proprement. Après la selle. Voilà. Et donc, ça se branche dans les toilettes, évidemment, avec l'eau qui arrive dans la cuvette des toilettes. Alors, il y a des appareils qui vont faire Boku, et puis pour se laver les dents, ça va s'appeler Belle Gueule, donc Boku. Boku Belle Gueule. Boku Belle Gueule, voilà. Et sur votre annonce sur une agence, sur un site de rencontre, vous pourrez mettre Boku Belle Gueule, et à ce moment-là, vous aurez des réponses. Voilà. Non, mais c'est très bien. Et je pense que ça, en France, comme vous dites... Non, mais c'est une superbe information que vous nous donnez, Nathalie. Vraiment, merci. Moi-même, je ne connaissais pas Boku. B-O-K-U. Voilà. C'est facile à retenir. Oui, en plus. Non, c'est très drôle. Vous avez raison. Mais vous avez raison de le rappeler parce que ça commence à se développer beaucoup en France. C'est les petits jets d'eau qu'on branche sur les toilettes pour finir le nettoyage de l'anus, et c'est tout à fait bien.
Ouais, mais Et c'est bien pour les hommes aussi. Hein, Oui. Mon compagnon s'en sert aussi. Donc, Vous avez de bonnes fréquentations, madame. je lui dirai, ça lui fera plaisir. Bah écoutez, merci. Je transmettrai. Merci pour votre humour et pour cette information, Nathalie. Merci beaucoup. Et puis ne laissez pas les choses comme ça. Faites ce qu'il faut. Une petite devinette avant les infos, et puis on continuera à évoquer d'autres bobos, notamment les règles douloureuses dans un instant avec Séverine. Quand est-ce que coucher pour réussir, c'est pas grave? Vous avez le temps des infos pour me trouver la réponse. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Bon après-midi à tous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous sommes avec Christian Jamin, gynécologue, endocrinologue. On a déjà abordé quelques petits bobos féminins et qui peuvent évidemment nuire à la relation sexuelle. Dans un instant, on a Séverine qui va parler des règles douloureuses, mais je voudrais d'abord la réponse à ma devinette. Quand est-ce que coucher pour réussir, c'est pas grave? Je ne sais pas. Quand on réussit. C'est tout. Bon, c'est pas moral, mais ça va. C'est pas moral, mais vous savez, il y a longtemps que je ne sais même plus où est-ce que j'ai mis ce mot dans mon cerveau. Séverine est avec nous. Merci Séverine de réagir sur un sujet qui malheureusement aussi concerne beaucoup de femmes, les règles douloureuses et donc forcément des douleurs lors du rapport. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Donc oui, moi je souffre d'endométriose. Ah bah voilà. Oui, donc là on est dans quelque chose d'encore plus précis. Et voilà, donc douleur pelvienne lors des rapports et règles très très douloureuses. Je reste coincée dans le fond de mon lit pendant 2-3 jours. Ça devient un vrai calvaire. Alors, il y a deux façons d'avoir mal pendant les rapports. Il y a ce qu'on appelle, c'est un nom savant, ça s'appelle la dyspareunie. C'est-à-dire, 10, ça veut dire anomalie, pareunie, c'est le rapport. Donc il y a deux types de dyspareunie. Il y a ce qu'on appelle la dyspareunie orificielle, c'est que ça fait mal à l'entrée. Et ça, c'est toujours un phénomène d'angoisse. Enfin, on en a parlé tout à l'heure, des mauvais souvenirs ou tout simplement une angoisse ou tout simplement des peurs, ce qu'on voit, une éducation. Il y a actuellement des milieux dans lesquels il est tellement interdit d'avoir de rapports avant le mariage que ça finit par traumatiser les filles et qu'elles auront peur pour le restant de leur jour. Donc ça, c'est la dyspareunie orificielle. C'est toujours psychologique. Sauf lichen ou sauf maladie, mais bon, avec un coup d'œil, on s'en aperçoit. Ça, c'est la première dyspareunie. Et ce que vous décrivez, ça s'appelle la dyspareunie profonde. Là, c'est quand la verge de monsieur va taper au fond. Et là, ça se voit, c'est toujours organique, ça. C'est-à-dire que c'est toujours une maladie organique. C'est plus une maladie psychologique. C'est-à-dire que la verge vient taper, dans votre cas particulier, sur ce qu'on appelle un noyau d'endométriose, c'est-à-dire de tissu de l'endomètre qui n'est pas à sa place. Et donc, c'est très, très symptomatique d'une anomalie. Alors, il peut y avoir des brides dans le ventre, il peut y avoir 1000 causes, mais la première cause de la dyspareunie profonde, c'est l'endométriose, c'est-à-dire votre cas. C'est ça. Alors, le traitement de l'endométriose, on en a beaucoup maintenant. Malheureusement, le traitement, la dyspareunie, c'est ce qui vient en dernier au niveau de l'efficacité. C'est-à-dire que les traitements de l'endométriose arrivent à traiter les douleurs de règles, mais quand on a cette dyspareunie profonde, ça peut perdurer. Et jusqu'à présent, la dernière échéance, c'était l'opération pour aller enlever le noyau ou les brides qui donnent cela. Alors il y a des nouveaux traitements de l'endométriose qui viennent d'arriver en France, qui existaient aux États-Unis depuis un certain temps, qui semblent donner des résultats plus intéressants sur la dyspareunie profonde. Mais encore une fois, la dyspareunie profonde liée à l'endométriose, c'était la dernière étape du traitement parce que c'est ce qui était le plus difficile à traiter.
Mais Séverine, quand vous avez des rapports, si votre partenaire ne va pas trop loin, est-ce que ça fait moins mal ou est-ce que ça fait de toute façon mal dès qu'il y a pénétration ? Alors, j'ai envie de dire que ça fait moins mal, mais comme je sais qu'il risque d'y avoir des douleurs, eh ben, je me crispe et donc forcément... Parce qu'il y a une solution qui est très mécanique, mais qui peut parfois marcher, c'est qu'il y ait des anneaux péniens qui empêchent justement la pénétration profonde, qui permet juste de rester au bord, si je puis dire. D'accord. Alors c'est une solution qui parfois peut marcher, hein. Je ne dis pas que ça marchera pour vous, mais c'est une solution très mécanique, hein. On comprend bien que si on empêche la verge de rentrer et qu'elle ne peut rentrer qu'à moitié, à partir de ce moment-là, ça peut peut-être être une solution. Mais la première étape, c'est aussi que l'homme soit sur le dos et la femme sur lui. Et qu'elle gère. Et que c'est elle qui gère, parce qu'elle sait à quel moment elle peut aller plus loin. Et finalement, les hommes aiment bien ça. Enfin, si je me mets à la place des hommes. Oui, et à ce moment-là, vous vous servez de votre main pour bloquer l'entrée, pour que le pénis ne rentre pas plus loin que ce que vous voulez. Mais il n'y a pas que il y a évidemment quand le pénis va jusqu'au fond, mais c'est vrai que aussi dans les endométrioses, quand c'est pour ça que je posais d'abord le vagin bouge et peut tirer sur des brides et ça peut faire mal. Mais c'est pour ça que je posais la question si quand il allait moins loin, ça faisait moins mal. D'accord. Et puis, oui, bien sûr, Séverine, on vous écoute. Mais je pense que c'est vraiment à vous, Séverine, de prendre un petit peu les commandes, d'utiliser monsieur un peu comme un objet sexuel, hein, de manière à ce que vous puissiez en profiter, qu'il puisse en profiter, mais que vous soyez là pour stopper dès que ça peut faire mal. Parce que sinon vous vous coupez forcément de votre désir. Bah exactement, oui. Mais il faut aussi voir un bon spécialiste de l'endométriose, parce que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, dans les traitements de l'endométriose, si on est très schématique, il y a le traitement des règles douloureuses, et puis il y a le traitement de la dyspareunie profonde, et c'est souvent plus difficile que de traiter les règles douloureuses. D'accord. Voilà, c'est pas drôle, hein, mais malheureusement. Mais il y a ça avance. Oui, mais parce qu'on en parle. L'endométriose, c'était un sujet assez tabou il y a 10 ans encore. Hein. Oui, c'est une grande question. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait mes études, l'endométriose, ça existait bien sûr, mais c'était pas omniprésent comme maintenant. Donc, est-ce qu'on en parle tellement d'abord parce que on y fait plus attention? Parce qu'avant, on disait c'était quasi normal d'avoir mal. Tu enfanteras dans la douleur et tu feras l'amour dans la douleur. Et puis, donc maintenant, on en tient beaucoup compte. Et puis, l'autre possibilité, qui est certainement la réalité, c'est qu'il y a une grande augmentation du nombre d'endométrioses. Et donc, il y a un Italien qui s'appelle Versellini qui a fait des corrélations entre le nombre de cycles que l'on a et le risque d'endométriose. Et donc avant, quand les femmes faisaient 10 enfants, ça faisait en gros 10 ans, plus 2 ans d'allaitement, ça faisait 30 ans. 15-16 ans plus 30, ça faisait 46. Les femmes étaient réglées 5 ans dans leur vie. Aujourd'hui, madame, vous êtes réglée 500 fois dans votre vie. Donc le changement du mode de vie, la diminution des enfants... Vous êtes en train de dire que pour pas avoir d'endométriose, il faut avoir 10 gosses, quoi. J'ai pas dit ça, j'ai dit que c'était comme ça. Je plaisante. Mais je dis le chiffre. Le chiffre est impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a encore 50 ans, les femmes étaient réglées 5 ans dans leur vie. Et aujourd'hui, elles ont 500 fois leurs règles. Et donc ça change complètement le profil et le développement des maladies. En tout cas, c'est sûr que la différence est assez impressionnante. Maintenant, est-ce que c'est ça pour l'instant? C'est une théorie qui tient la route, mais effectivement, ça reste une théorie. Mais je connais votre désir que les femmes fassent plus d'enfants, donc je me méfie des théories qui vont dans ce sens. Oui, mais j'aime bien quand elles font beaucoup l'amour aussi. Ça, c'est sûr. Mais enfin, quand ça fait mal. Je comprends tout à fait qu'on ait moins envie, n'est-ce pas, Séverine? Bon. Exactement.
Écoutez, merci de votre témoignage, parce que malheureusement ça concerne aussi bien d'autres femmes. Et puis voilà la réponse de Christian Jamin. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas encore un vrai traitement qui enlève les dyspareunies lorsqu'il y a de l'endométriose. On fait une petite pause, on se retrouve avec C'est maintenant et Delphine qui voudrait partager cette phrase qui a été importante dans sa vie. On l'écoute dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est maintenant. Eh bien, Christian Jamin, nous allons écouter Delphine. Merci Delphine de partager avec nous cette phrase qui a visiblement toujours guidé vos choix. On vous écoute, allez-y. Oui, bonjour Christian, bonjour Brigitte. Bonjour. Ma phrase, c'est une philosophie que j'ai depuis toujours. C'est donner un peu de soi, vous recevrez 1000 fois. Moi je signe. Hein. Moi aussi. Je sais pas, peut-être que vous l'avez déjà vécu, mais moi j'aime partager et c'est un plaisir de pouvoir donner, aider, et puis je trouve qu'on nous le rend 1000 fois. On le rend par ce que les gens dégagent, par leur bonheur, par aussi la réaction d'avoir été aidé. Et des fois c'est des inconnus. Ça m'est déjà arrivé d'être moi-même aidée par quelqu'un que je ne connaissais pas et que j'ai jamais oublié, parce que tous les ans j'envoie toujours une petite carte de vœux. Je suis un peu vieux jeu, hein. Je préfère envoyer une vieille carte, à l'ancienne, postée, qu'un SMS. Je trouve que ça a plus d'impact. Ça, c'est mon avis. Oui, mais je crois que ça a plus d'impact. On oublie, mais d'abord on peut la relire, la garder. Vous me direz, on peut garder le SMS, mais c'est pas la même chose. Et à votre avis, d'où vient cette phrase? Est-ce que c'est votre éducation? Est-ce que c'est parce que généralement il y a eu un déclic qui fait que quelque chose nous paraît important? J'ai toujours été comme ça, depuis toute petite. Donc vous devez être dans une famille où c'est quand même un peu la philosophie. Oui, j'ai mes parents qui n'ont pas eu une très belle enfance, ni l'un ni l'autre. Oui. J'aurais pu très mal tourner. Mais en fait, mon papa était sapeur-pompier. Et mon papa a perdu ses parents. Après, il a été placé dans un foyer. Après, il s'est engagé dans les pompiers de Paris. Puis après, il a eu un concours et est rentré dans le Nord. Et par sa vocation, mais mon père est comme ça. Votre père a forcément déjà donné plus et encore plus. Parce que c'est quand même un métier on se dévoue vraiment pour les autres. Enfin, je trouve que c'est un métier extraordinaire. Ma maman était l'avant-dernière d'une famille nombreuse. Elle a perdu son papa très tôt. Elle s'est retrouvée soutien de famille, à l'époque ça s'appelait comme ça, à l'âge de 14 ans. Je pense que c'est dans la nature, puis l'éducation et aussi la vie, en fait. Le vécu de la vie. Mais c'est vrai, c'est vieux comme les religions, madame, ce que vous dites, vous avez raison. C'est-à-dire que dans la religion chrétienne, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». L'autre jour, je discutais avec des amis musulmans, ils m'ont dit « mais on dit la même chose dans le Coran ». Donc, effectivement, depuis la nuit des temps, on sait que le bonheur que l'on donne rejaillit sur vous. Ça, mais il y a même quelque chose en psychologie qui est intéressant. Quand on fait du bien à quelqu'un, ça nous fait plus de bien que quand. Oui, c'est vrai. Par exemple, vous achetez un gâteau, vous le mangez toute seule, ou vous le partagez avec quelqu'un. Si vous le partagez avec quelqu'un, ça vous fera plus de bien que si vous le mangez toute seule. Et puis il est encore meilleur. Parce que le plaisir, on l'a partagé, et puis ça se dégage, quoi. Donc on a tout à fait, même pour soi-même, on a tout à fait intérêt à faire du bien autour de soi. Mais quelquefois, ça choque certaines personnes. Moi, je sais que quand je travaillais, ma gentillesse, pour certaines, même souvent, j'avais eu une fois postulé pour un poste de responsable, et j'avais le responsable qui me dit « Ah, mais Delphine, toi, t'es trop gentille, tu peux pas. » Pourquoi ? On peut être gentil et se faire respecter, même dans le monde du travail. On m'appelait « Oui, mais tu crois que t'es trop dans le monde des bisounours. » Non, moi je suis désolée. Je vois toujours du positif, même dans le négatif, il y en a toujours. Et même dans la laideur, je vois toujours la beauté. C'est tout.
Et c'est vrai que ça me remettait un peu en question. Je disais, alors peut-être, mais c'est dans ma nature. Et quand je pense vous dites beaucoup des hypersensibles, il faut pas changer. C'est une richesse d'être hypersensible. Oui, mais voyez, vous venez de dire quelque chose d'important qui va me permettre de rebondir. Vous dites c'est dans ma nature, c'est-à-dire que vous dégagez naturellement quelque chose de bon. Vous dégagez quelque chose de vous êtes bien dans votre vie, vous êtes généreuse, vous êtes gentille, et forcément le prédateur, il va pas venir vous attaquer vous parce qu'il sent bien qu'il n'y a pas de prise. Le prédateur, il va aller attaquer la femme qui dégage quelque chose de la souffrance, vous voyez. Et c'est ça qu'il faut quand même comprendre, c'est que malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance de dégager cette beauté intérieure que vous semblez avoir. Quand vous parlez de souffrance, ça me fait réagir, parce que moi j'ai eu des périodes de ma vie où c'était très très dur. Mais bien sûr, Delphine, mais moi aussi j'ai eu des périodes de ma vie difficiles, mais quand on a la chance d'avoir... justement. Oui, la souffrance, on en fait le deuil. Mais il y a des personnes qui n'ont pas su se réparer, peut-être parce que c'était trop difficile, qu'importe, il n'y a pas à juger. Mais il y a des personnes qui portent en elles leur souffrance et qui l'affichent même, et c'est eux. C'est eux qu'il faut aider, c'est à eux qu'il faut donner, c'est à eux qu'il faut rendre l'espoir. Oui, mais je parlais pas de ça, je parlais du prédateur qui va aller agresser celle qui dégage justement cette souffrance. Eh ben, je me plains beaucoup, ce prédateur, parce que tous ces gens qui sont dans le négatif, quand on entend aux actualités, malheureusement on n'entend que ça, les guerres, les attentats, encore actuellement, mais c'est dommage qu'ils n'ont pas encore compris que cette énergie qu'ils donnent dans le négatif, ça serait beaucoup mieux pour eux de le donner dans le positif. Eh oui, mais c'est une souffrance. Vous savez, la violence, elle vient toujours de la violence. C'est-à-dire que quand on est violent, c'est qu'il y a eu de la violence en amont dans notre vie. Alors encore une fois, je ne les excuse pas. Je suis pas en train d'excuser la violence. Je dis juste que il faut la plaindre, surtout la violence. Oui, enfin, je suis pas non plus pour plaindre tous les terroristes qui sont autour de nous. Non, mais il faut leur donner des leçons, il faut leur expliquer qu'il y a... Oui, mais ce que je veux dire par là, vous avez une très belle philosophie et je vous invite surtout pas à en changer. Mais attention, parce que c'est pas aussi simple que ça, la société. C'est juste ça que je veux dire, que je n'essaie pas de vous convaincre parce que vous avez une très belle philosophie, continuez comme ça et tout va bien. Mais je crois qu'il y a malheureusement une réalité psychique qui est là et qu'il ne faut pas nier parce que sinon en effet on continue à ne pas avancer dans le bon sens. Il me semble que c'est vraiment important de comprendre que la violence vient toujours de la violence. Vous êtes d'accord, Christian Jamin ? Oui, il y a beaucoup à dire et puis tout le monde ne tend pas son autre joue pour avoir été giflé. Donc parce que il y a aussi la punition qui est aussi éducative. Donc oui, je partage votre avis, mais à condition de ne pas aller trop loin. Alors oui, et quand vous parlez de punition, avec l'éducation, c'est très bien. Oui, mais tout le monde n'a pas une éducation suffisamment bonne et avec suffisamment d'autorité. Je ne parle pas d'éducation autoritaire, je parle bien d'éducation avec suffisamment d'autorité. Et puis parallèlement à ça, il ne faut pas oublier que de temps en temps, il y a des chiens qui deviennent fous et il y a aussi des gens qui deviennent fous. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Là, vous pouvez leur tendre l'autre joue et ça va peut-être pas se passer si bien, même si vous leur faites un beau sourire. Et notamment, malheureusement, ça marche pas toujours. Il y a des gens. Et notamment avec toutes les drogues qui, comme vous dites, malheureusement, eux, on a le choix, on peut les faire piquer. Oui. Je vois que vous êtes moins chrétienne là déjà. Oui, mais ça doit pas non plus être sympa pour ces chiens s'ils sont pas bien. Ils passent à côté d'une vie agréable de chien, donc faut penser aussi au bien-être de l'être vivant. Oui. Donc on euthanasie tous les chiens qui deviennent fous, mais je ne ferai pas de raccourci. En tout cas, je pense que votre philosophie est extraordinaire et je suis tout à fait d'accord. Quand on donne, on reçoit toujours plus. Mais il faut apprendre aussi
à se donner à soi. C'est peut-être ça le problème de beaucoup de gens. Pierre Desproges, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Ça peut être aussi une belle manière de conclure le joli témoignage de Delphine. En tout cas, merci beaucoup Delphine, et c'est vrai que c'est beau, hein, vous avez eu des parents qui vous ont donné une belle philosophie de vie. On fait une petite pause et on va retrouver Laetitia dans un instant, qui va parler aussi de cystite, de difficultés, etc., mais qui a trouvé une solution, qui l'a sauvée, et elle va nous la donner dans un instant. Et puis, il y a le sexo-conseil aussi. Tiens, on va faire un petit sexo-conseil pour les hommes quand même, on va parler de fellation. Vous voulez Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, Christian Jamin, on va parler un petit peu des hommes quand même, et notamment de cette fellation, et on va donner quelques conseils aux femmes, parce que c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont parfois un petit peu peur de pas savoir faire, donc je vais donner toutes les petites précautions qu'il faut avoir. D'abord, attention à nos dents, hein, c'est la grande frayeur des hommes, hein, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le gland, la partie la plus sensible, donc il faut pas que les dents frottent le gland, parce que ça peut être désagréable pour monsieur. Il vaut mieux ne pas fermer trop les yeux. Les hommes aiment bien regarder, et ils aiment bien croiser notre regard. En général, ça les excite un peu plus, donc voilà. Ensuite, les ongles peuvent blesser, et puis il y a des hommes qui adorent un doigt dans l'anus, mais pas tous, donc il faut aussi là essayer d'y aller à tâtons, si je puis dire, pour être sûr que monsieur est d'accord. Et puis, si vous êtes un peu fatigué, si vous avez une crampe, parce que c'est vrai que c'est pas toujours très simple, vous pouvez vous servir de vos mains pour faire comme une sorte d'anneau pénien. On en parlait tout à l'heure justement avec l'auditrice Séverine, qui permet de gérer la profondeur de la pénétration. Et si vous avez un homme qui vous appuie sur la tête, là, vous avez le droit de tout relâcher et de dire non, parce que c'est pas lui qui doit décider, mais vous qui pouvez décider justement de la rapidité et de la profondeur, voilà. Et puis quant aux relations d'un soir, bien il est essentiel de mettre un préservatif, et si vous apprenez à mettre un préservatif avec la bouche, il n'aura plus d'excuses pour refuser le préservatif. Alors on peut s'entraîner sur un objet de forme phallique, un légume par exemple, et vous verrez, c'est assez facile de dérouler un préservatif avec la bouche, et à ce moment-là, il n'y aura plus aucun danger de faire une fellation. Je vous rappelle qu'il vous reste quelques minutes pour peut-être gagner le jeu de notre grand sapin de Noël. Je le rappelle, aujourd'hui c'est un pack de 3 jouets, dont des accessoires Lelo. Et vous envoyez sapin par SMS au 7 20 18. Et Laetitia est avec nous. Merci Laetitia, je crois que vous avez une piste à nous proposer. Bonjour. Oui, bonjour. Donc effectivement, je voulais réagir sur les cystites. J'en ai moi-même souffert pendant, je dirais, à peu près 20 ans. Ah oui, au moins 20 ans. Voilà, ce qui a mais c'est incroyable, hein, la cystite chez les femmes, c'est vraiment... quelle est la femme qui n'a jamais eu de cystite? Quel appel? Oui. Je ne sais pas si on aura un appel. Hein. Oui. Et moi, en fait, j'ai démarré avec les cystites. Voilà. Depuis que j'ai eu une activité sexuelle, en fait, j'ai souffert de cystite. Et je voulais réagir quant aux recommandations qu'avait fait le gynécologue qui est dans l'émission. Christian Jamin, qui est avec nous et qui vous écoute, oui. Voilà, oui. Donc, voilà, je voulais donc retracer mon parcours et vous communiquer donc une petite aide qui moi, a considérablement changé ma vie sexuelle, en fait. J'ai démarré donc avec des cystites depuis l'âge, j'avais quel âge, 19-20 ans, voilà. Et puis comme j'en avais régulièrement et que j'étais très jeune pour le coup, on m'a fait passer donc une cystoscopie et puis ensuite une radio du rein pour vérifier qu'il n'y avait pas de reflux, voilà. Donc tout ça était négatif.
J'ai eu donc des traitements antibiotiques. À chaque fois que je venais voir le médecin pour une cystite, il ne m'a jamais été prescrit, le nécessaire pour restaurer ma flore vaginale. Il faut savoir que j'ai une famille d'antibiotiques qui en fait déséquilibre ma flore vaginale. Donc ça, pendant 20 ans, on ne m'a jamais prescrit à la suite d'un traitement antibiotique le nécessaire pour restaurer ma flore vaginale. Voilà. Ça a duré très longtemps, 20 ans. J'avais des rapports au début tous les 3 mois, puis après très vite ça a été tous les 6 mois. Et puis après, pendant de longues années, j'ai abandonné. J'ai abandonné, c'était trop de souffrance. Je suis tombée donc sur un partenaire qui lui sécrétait beaucoup de liquide préséminal. Voilà. Ça a duré 3 ans. Et je n'ai pas eu, j'ai peut-être eu 1 ou 2 infections urinaires. Voilà. Mais donc vous faisiez très peu de pénétration vaginale donc avec ce partenaire, c'est ça? Vous pensez que c'est grâce à son liquide séminal que vous n'aviez pas de cystite? Oui, c'était abondant chez lui. Ça pouvait peut-être, oui, en effet, faire une sorte de rempart. Pourquoi pas, après tout Voilà. Donc non, mais moi je suis factuelle en fait. Oui, bien sûr, mais vous avez. Non, mais pourquoi pas? Je veux dire, c'est un liquide qui protège d'un autre liquide, en quelque sorte. Voilà. Donc voilà. Donc ça a duré de 3 ans cette relation. Ou peut-être que vous étiez tellement heureuse avec ce partenaire que du coup votre système immunitaire était renforcé. Enfin, vous savez, dans ces histoires c'est toute la difficulté d'ailleurs de ces petits bobos féminins, c'est qu'on sait que c'est pas toujours simple de trouver le pourquoi du comment. Alors, pour moi, je considère l'avoir trouvé, justement. Alors, allez-y, on vous écoute. Pour moi, il n'y a rien de psychologique du tout. En fait, donc, c'est une relation qui a pris fin. Oui. Et puis, par la suite, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Voilà. Et j'ai utilisé donc un gel parce que j'ai fait le rapprochement. Je me suis dit que peut-être, comme on pourrait avoir, par exemple, une peau, il y a des femmes chez lesquelles il y a une peau sèche, d'autres une peau grasse. Voilà. Je me suis dit, peut-être que j'avais une hydratation à ce niveau-là insuffisante. Et du coup, à chaque rapport, j'utilisais donc un gel hydratant. D'accord. Oui. Ça peut avoir. J'en ai eu depuis aucune. D'accord. On va poser la question, mais ça peut aussi, ce gel, avoir eu un effet placebo. Ça marche aussi. Et non. puis je sais pas. Non, ne dites pas non. Vous connaissez. Enfin, je veux dire, l'effet placebo, on sait que ça marche. Et l'effet nocebo aussi, d'ailleurs. Christian Jamin, qu'est-ce que vous avez envie de dire au témoignage de Laetitia? Bien, écoutez, moi, devant toutes les difficultés non résolues, j'écoute ce qu'on me dit, et puis, oui, c'est une piste intéressante. Alors déjà, il faudrait me dire de quel gel il s'agit, que je puisse le proposer. Et puis, le liquide séminal, je peux pas le proposer, ça, parce que ça n'existe pas sous forme de... ça n'existe pas sous forme de gargarisme. Mais en tout cas, si vous avez trouvé un gel, il faut pas le garder pour vous, il faut le dire à l'antenne, parce que ça peut rendre service. Mais il va y avoir rupture de stock. Croyez-moi, quand il y a de l'argent à gagner, il n'y a pas de rupture de stock. Laetitia travaille pour la pharmacie, pour le labo qui fabrique le gel, en fait. Vous êtes une espionne. Ils vont fortement augmenter. Oui, tant mieux, votre pourcentage augmentera aussi, Laetitia. Non, mais c'est un gel intime classique. Enfin, non, alors surtout pas dans les supermarchés. Je peux vous dire, j'ai testé, c'est inefficace. Non, mais c'est un gel intime qu'on trouve en pharmacie, mais quel genre de gel? Parce que on en trouve en sex-shop, on en trouve partout. Donc c'est important de nous donner si c'est. Moi, j'ai trouvé ça un gel hydratant. En pharmacie, parapharmacie, vous le trouvez.
Non, mais c'est un gel hydratant spécialement pour le vagin ? Ou c'est un gel pour... Moi, je ne sais pas, on m'a dit que j'avais pas le droit de donner de nom. Voilà, je peux le communiquer hors antenne. Hein, non, mais on va pas commencer à communiquer hors antenne. Enfin, moi, j'ai pas de... Non, mais dites-nous juste quel genre de gel c'est, si c'est un gel spécifique hydratant pour le vagin ou pas. Alors, attendez, je vais lire ce qui est indiqué dessus. Parce que ça peut être un gel pour la peau du visage, ça peut être un gel pour le corps. C'est pour. C'est un gel intime. Un fluide lubrifiant, voilà. D'accord, donc doublement hydratant, non hormonal, à base d'eau purifiée, d'acide hyaluronique et de vitamine PP, destiné à pallier les insuffisances des sécrétions vaginales. D'accord, donc c'est un lubrifiant. Il y a de l'acide hyaluronique, donc c'est un hydratant. Voilà. D'accord, donc on est bien dans quelque chose de spécialement pour l'intimité. Oui, c'était ça ma question. Parce qu'après tout, celui-là marche, mais il y en a peut-être d'autres qui marchent. Mais en effet, pourquoi pas ? De toute façon... peut-être que, et puis c'est peut-être aussi une autre manière de faire l'amour avec votre partenaire qui convient mieux. Enfin, on a bien compris cette histoire de piston dont vous parliez tout à l'heure, Christian Jamin, qui envoie donc dans la vessie des sécrétions d'origine vaginale. Oui. Oui. Donc tout ça est clair. Hein. Je crois que si on écoute depuis 14 heures, on devrait pouvoir un peu mieux s'en sortir en tant que femme. Et puis si vous n'avez pas écouté depuis 14 heures, c'est simple, vous pouvez écouter en podcast. Je crois que Christian Jamin nous a donné toutes les informations et c'est vrai que ça... Enfin, je veux dire, c'est assez cohérent. Un gel hydratant... pourquoi pas ? Oui. C'est pas, à mon avis, ça marchera pas pour tout le monde. Ça serait trop simple. Mais oui, je pense qu'il y a autant de cas particuliers que de personnes, et donc pourquoi pas. Hein. Vous avez parlé d'acide hyaluronique et puis d'une vitamine PP, donc je vais regarder si je trouve des informations là-dessus. Maintenant, hors antenne, à vous, Christian Jamin, on pourra vous donner le nom si voilà, mais on va pas commencer à donner des informations hors antenne parce que sinon on s'en sort plus. Mais Laetitia, ne soyez pas aussi fermée à l'effet placebo, parce que ça marche. On l'a vu sur des tas d'expériences, notamment sur les. Je veux bien je vous entends, mais je vous dis que pour moi, ce n'est pas placebo. J'entends. Ça, je suis formelle, parce que vous savez, lors d'un rapport sexuel, très vite, en ce qui me concerne, ça me brûlait quand même un petit peu déjà. Oui, bien sûr, mais j'entends bien. Mais encore une fois, c'est tellement mystérieux l'effet placebo et l'effet nocebo que je suis toujours très très étonnée, moi. Quand on a mal quelque part, il suffit qu'on nous dise que c'est rien pour qu'on ait plus mal. Enfin, je veux dire, et puis parfois il suffit qu'on nous dise que c'est peut-être très grave pour que tout d'un coup on soit terriblement anxieux et que ce soit terriblement douloureux. Donc on sait bien à quel point entre la tête et le corps, ça fonctionne dans les deux sens. Et c'est bien pour ça que c'est parfois si compliqué. Merci en tout cas, Laetitia, merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause et on va peut-être revenir aussi sur l'anorgasmie. On n'en a pas encore parlé dans un instant, même si c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, si vous avez envie de poser encore une question à Christian Jamin, il vous reste quelques minutes. N'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cette année, la radio officielle du Père Noël, c'est Sud Radio. 11h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin est toujours avec nous. On a évoqué différentes choses tout à l'heure, depuis 14 heures. On a bien vu qu'on avait quand même beaucoup de petits bobos, nous les femmes. On sait que chez les hommes, il y a quelquefois des douleurs lors du rapport, mais c'est quand même assez rare. Et ça, c'est peut-être une information que les hommes doivent entendre, parce que beaucoup de femmes n'osent pas dire qu'elles ont mal. Alors oui, l'homme, c'est moins douloureux que pour la femme dans ces circonstances-là, mais c'est vrai aussi
qu'une femme qui ne lubrifie pas du tout, ça donne des rapports pas agréables. Et donc peut-être qu'il faudra faire appel à la crème dont on parlait tout à l'heure. Au gel lubrifiant. Le gel lubrifiant. Non, mais je veux dire, un homme va se rendre compte si une femme ne lubrifie pas beaucoup, mais par contre, il y a des douleurs dont il ne peut pas se rendre compte. Et c'est pour ça que c'est important quand même aussi que, comme on le dit souvent dans cette émission, il faut communiquer, parce que sinon, et si une femme a mal, il faut qu'elle ose le signaler, parce que je sais que beaucoup de femmes n'osent pas. Et si une femme a mal, il faut absolument essayer d'améliorer les choses, parce que sinon le couple va beaucoup en souffrir, parce que si elle a mal, ça va rentrer dans le cercle vicieux du fait que son cerveau va bloquer au moment des rapports et le couple va mal le vivre. Comment peut-on avoir envie de faire l'amour si on sait qu'on va avoir mal ? Exactement. Alors que si on sait qu'on a de la jouissance, on a envie. Comme on dit souvent, c'est pareil quand on sort d'un restaurant et qu'on a mal mangé, on n'a pas envie de retourner dans ce restaurant. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'on pourrait parler de cercle vertueux, ce qui est quand même un paradoxe. Mais absolument, absolument. Si on a du plaisir, on y retourne. Voilà, c'est un cercle vertueux. Mais la vertu, c'est bizarre. Et d'ailleurs, pour revenir à votre dada que vous aimez bien, tout ce qui est physiologique, naturel, oui, l'homme... Il faut qu'il éjacule si pour qu'il y ait une fécondation. Si la femme n'a pas de plaisir, c'est pas grave. Donc c'est peut-être pour ça que l'orgasme masculin est très simple, alors que l'orgasme féminin est plus compliqué. Oui, mais pour ce qui est du plaisir, on ne fait pas l'amour uniquement pour faire des enfants. Non, mais au départ, c'est quand même une règle naturelle. Oui, c'est exact. C'est tout. Non, mais je veux dire, même si ça paraît un peu rude de dire ça, mais malheureusement, c'est. Alors, on a parlé des douleurs et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Et Stéphanie nous a envoyé ce SMS, mais elle est au travail, elle peut pas nous appeler. Elle souffre d'anorgasmie. Alors, l'anorgasmie, c'est donc une incapacité à avoir des orgasmes. On est bien d'accord ? Oui, alors là, on rentre dans une nouvelle émission, si je puis dire, parce que dans la douleur, tout à l'heure, on était dans un phénomène un petit peu mécanique, bien qu'il soit conduit par la conscience. Maintenant, le désir, l'orgasme, le plaisir, tout ça, c'est entièrement sous le contrôle du cerveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Alors bien sûr, il y a des facilitateurs, il y a des starters qui s'appellent le clitoris, la masturbation, etc. Mais bon, vous connaissez ma théorie, on en a déjà parlé, la théorie de la sexualité automatique, qui est c'est la sexualité des animaux qui fonctionne avec ce qu'on appelle les phéromones, c'est-à-dire que le mâle est attiré par les phéromones de la femelle et donc qui est en chaleur, et ainsi il y a un rapport sexuel. Alors moi, on ne sait pas d'ailleurs si les femelles ont des orgasmes. C'est vrai. Non, mais mais bon, elles se sauvent pas donc elles n'ont pas forcément mal. Elles ont l'instinct de se reproduire, ça c'est sûr, et elles sont tout à fait prêtes d'ailleurs, mais à des moments très précis. D'ailleurs, moi j'ai beaucoup étudié justement le coït chez le cheval. On met d'abord un étalon qui est la pauvre victime qui va se prendre un coup de pied si la jument n'est pas vraiment prête. Et puis après, une fois qu'elle a l'air d'être vraiment prête, le pauvre, il est retiré et on amène le vrai étalon qui va donc monter sur la jument qui du coup ne donne plus de coups de pied. Donc on voit bien que c'est quand même très... c'est pas très érotique. Oui, alors l'homme ou la femme ont une vie différente. Donc l'info, c'est qu'on peut donner un coup de pied si on n'est pas prêt. Exactement. Déjà. Si on n'est pas content. Mais donc... Bon, on a déjà parlé de cette théorie de la verticalisation, c'est-à-dire que il y a au départ, au début des espèces, le rapport sexuel est déclenché par l'hypothalamus qui est en lien neurologique avec l'olfaction, mais pas l'olfaction de l'odeur, ce qu'on appelle la vémo-olfaction, c'est-à-dire il y a une olfaction naturelle
pour stimuler l'hypothalamus qui déclenche le désir sexuel et le rapport sexuel. Et donc, cette vémo-olfaction a disparu dans l'espèce humaine. Alors moi, je l'explique par la verticalisation. Et donc maintenant... On se renifle plus. On se renifle plus le beau cul, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, on a transformé le désir par quelque chose qui passe par quelque chose de non physiologique en termes de stimulation neuronale. Ça s'appelle le cortex. C'est-à-dire le cerveau, c'est-à-dire le désir, c'est-à-dire le plaisir. Et donc, on est passé d'une sexualité automatique, nasale, vémo, olfaction, hypothalamus. Finalement assez proche des mammifères, sans doute. Très proche, identique Et puis, chez l'homme, ça a disparu. Il reste quelques brides de cette vémo-olfaction, mais elle a disparu. Et donc, on a remplacé ça par l'érotisme, surtout. Ma théorie, c'est la vue. Et donc, à partir de là... Mais le vrai problème, c'est qu'il y a une vraie barrière, maintenant, au désir et au plaisir, qui s'appelle le cerveau, qui s'appelle le cortex. C'est-à-dire qu'il faut que la femme ait envie d'avoir envie, et là, elle va rentrer dans un phénomène orgasmique. Mais nous avons perdu l'automaticité. Oui, enfin, chez certains hommes, la pulsion, elle est encore très présente. Hein. Oui. Mais pour revenir... Je parlais de la femme, là. Oui, j'ai bien compris, mais Bon, revenons justement à la verticalité. Est-ce que la verticalité a aussi fait que chez la femme, le vagin et la vessie, finalement, sont plus proches ? Parce que quand on regarde un mammifère, une femelle, on a l'impression que c'est moins proche. Est-ce que c'est ça ? Parce que le fait de se relever a peut-être rapproché, si je puis dire. Oui, mais ça a dû quand même aussi... Pas tellement, parce que le vagin, il jouxte ce qu'on appelle le trigone vésical, c'est-à-dire il y a quelques millimètres entre les deux. Oui, mais le périnée est peut-être plus fragile. Enfin, je sais pas, hein, je pose une question. Il y a le poids, de toute façon, il y a le poids de la pesanteur qui forcément, non, je sais pas. Je sais pas, mais c'est vrai aussi que si on s'est verticalisé, on fait encore l'amour à quatre pattes parfois, ça s'appelle la levrette, mais ça nous a donné plus de positions possibles. Oui, non, et puis de toute façon, la verticalité a permis le développement des mains, exactement, etc. Donc de toute façon, ne regrettons pas notre verticalité. J'en suis certain. Mais en même temps, ça a peut-être posé aussi d'autres problèmes au niveau des organes génitaux de la femme. C'était la question que je vous posais. Oui, mais je ne crois pas beaucoup au rôle des organes génitaux eux-mêmes dans le désir et l'orgasme. Je pense que tout vient du cerveau. Les douleurs, excusez-moi. Ah oui, mais ça c'est sûr qu'effectivement, le cerveau libère. En tout cas, ce que je veux quand même dire à Stéphanie, et ça me paraît essentiel, parce qu'elle nous dit « je souffre d'anorgasmie », mais elle ne donne pas de détails, elle nous demande des conseils. Je crois qu'il est vraiment important que les femmes comprennent bien que l'anorgasmie, ça veut dire qu'on n'a aucun plaisir vaginal ni clitoridien. Parce que j'entends souvent des femmes qui me disent qu'elles n'ont pas d'orgasme alors qu'elles ont des orgasmes grâce à une masturbation clitoridienne ou même grâce à un cuni. À ce moment-là, on ne parle pas d'anorgasmie. Il faut arrêter de faire la différence entre le plaisir vaginal et le plaisir clitoridien. C'est la même chose. On a du plaisir ou on n'en a pas. Et des femmes qui n'ont absolument pas de plaisir, il y en a quand même pas beaucoup. Oui, mais encore une fois, l'orgasme, c'est déclenché par le cerveau. C'est pas déclenché par un petit bouton en bas sur lequel il faut appuyer. Oui, enfin... mais ça aide, c'est vrai. C'est vrai que c'est... Mais enfin, c'est pas aussi... Enfin, je veux dire... on peut avoir des orgasmes avec un partenaire avec qui on n'est pas spécialement bien et pas en avoir avec un partenaire avec qui on est amoureuse. Donc on voit bien que c'est pas aussi simple. Ah bah non, j'ai jamais dit que c'était simple. Voilà, donc je crois qu'il faut... Mais enfin, en tout cas, ce qui est important, parce que Stéphanie nous donne pas la précision, moi je crois qu'il faudrait déjà qu'elle nous donne plus de précision pour qu'on puisse répondre. En tout cas, si elle n'a pas d'orgasme, il faudrait déjà pouvoir voir quel est son rapport au plaisir de la caresse. Mais je ne veux même pas parler d'une caresse au niveau des organes génitaux, mais parce que la peau est sensible. Normalement, le plaisir, c'est un ressenti qu'on a tous. Donc, il faudrait déjà qu'elle voie jusqu'à quel niveau elle est capable
capable d'avoir du plaisir ou pas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un problème extrêmement complexe, comme vous le dites. C'est-à-dire qu'il faut consulter. Il faut consulter des gens qui ont l'habitude, dont c'est le métier, pour vous aider. Parce que là, on peut tous avoir des théories, mais il y a des vrais professionnels qui sont habitués à analyser tout ça. Bien sûr, mais comme il nous reste un petit peu de temps, j'en profite pour aborder cette question d'anorgasmie, qui est aussi un sujet qui concerne quand même quelques femmes. Hein. C'est pas un sujet. Donc là, en effet, le mieux, c'est peut-être quand même toujours une vérification auprès d'un médecin, hein, pour voir si tout fonctionne. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas de douleur, etc. À partir du moment où il n'y a rien sur le plan médical, il faut aller consulter un sexothérapeute, hein, dont c'est le métier. Encore une fois, un sexothérapeute quand c'est des questions d'anorgasmie, parce que le thérapeute n'est pas forcément spécialiste sur les questions de sexo. Hein, Oui, mais bon, les anorgasmies d'origine organique des organes sexuels, c'est exceptionnel. Alors, il faut avoir des brides, il faut que ça s'opère. Mais l'anorgasmie, c'est vraiment un problème global du rapport sexuel, et il faut voir, vous l'avez dit, un thérapeute. Sexothérapeute. Sexothérapeute. Je précise bien. Oui, il n'y a pas, enfin, mais en même temps, je suis toujours très méfiante quand on parle d'anorgasmie, parce que souvent, une femme qui considère qu'elle est anorgasmique, c'est une femme qui n'a pas d'orgasme lors du coït. Et ça, je rappelle les chiffres, hein, c'est 30% de femmes qui ont des orgasmes au moment du coït, et c'est 70%, il n'y a pas 100% de femmes malheureusement qui ont des orgasmes, mais 70% elles ont des orgasmes clitoridiens et 30% des orgasmes vaginaux. Donc oui, et puis un rapport sexuel de qualité peut très bien se terminer avec un jouet pour aboutir à l'orgasme chez la femme. Il n'y a rien d'interdit dans ce modèle. Voilà, déjà, quand on est anorgasmique, si on n'aime pas se masturber, il y a déjà une piste là qui laisse à penser qu'il y a peut-être quelque chose un blocage par rapport au plaisir, par rapport à la sexualité. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Faut aussi voir quels ont été peut-être les traumatismes, hein, parce qu'on sait aussi que malheureusement beaucoup de femmes qui ont connu des traumatismes dans l'enfance, je pense notamment aux abus sexuels, sujet qu'on réabordera d'ailleurs vendredi. On sait que ça peut couper du plaisir parce qu'il y a eu traumatisme. Il y a un blocage au niveau du cerveau, c'est évident, au niveau du cortex. Et bon, bref, en tout cas, c'est un sujet qu'on aborde assez souvent pour qu'on puisse en parler, une piste qu'il ne faut pas négliger. Alors, on a notre gagnant aujourd'hui. C'est un gagnant qui repartira avec les 3 objets Lelo. Hein. Il s'appelle Jérôme et il habite dans le Tarn. De toute façon, demain, il y aura à nouveau un petit cadeau. Hein. Il y a plein de cadeaux au pied du sapin. C'est bientôt Noël de toute façon. Et puis demain, on va être avec Claude Parisot. Ça, c'est un sujet aussi intéressant qu'on va aborder demain. Vous, Christian Jamin, vous préférez qu'on vous dise je t'aime par les mots ou par un acte? Écoutez, les deux, mais il ne faut pas parler la bouche pleine, madame. Je ne vois absolument pas à quoi vous faites allusion. Non, mais c'est un vrai sujet, oui, c'est vrai. Parce que il y a plusieurs, il y a des hommes qui sont tout à fait capables de nous faire les plus grandes déclarations, et puis qui en fait se conduisent comme des abrutis, et c'est pas ça une preuve d'amour. Moi, je pense que les actes, quand même, c'est important. Oui, mais il faut bien les interpréter, il ne faut pas les détourner, c'est-à-dire qu'il y a des actes qui paraissent banaux, oui, mais qui mériteraient d'être considérés comme quelque chose de plus important. C'est-à-dire que pour celui qui offre que son cadeau, quel qu'il soit, soit dévalorisé, c'est aussi douloureux pour lui. Bien sûr. En tout cas, c'est avec Claude Parisot qu'on évoquera ça. Est-ce que vous préférez des paroles ou des actes pour qu'on vous prouve l'amour? Vous pourrez, bien sûr, si vous avez envie de réagir, nous appeler dès maintenant au 0826 300 300. Et puis tout de suite, bien sûr, vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir. Je vous embrasse et je vous dis à demain.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.